Bienvenue dans cette troisième partie du Galaxy XML. On va voir dans ce module la, la manipulation des documents XML, notamment à travers des API qui sont DOM et SAX qui permettent de parser, de modifier et de lire des informations depuis des fichiers XML à travers des langages de programmation et notamment JavaScript. Donc, la manipulation des documents XML se passe selon deux méthodes, DOM d'un côté et SAX de l'autre côté. Ils se présentent comme des interfaces de programmation dans beaucoup de langages, notamment JavaScript, qui est qui est proposé par les navigateurs. Et il y en a une qui est hiérarchique, qui lit l'arbre XML en mémoire, et l'autre qui est événementiel, qui ne lit pas tout en mémoire, mais permet de travailler sur des documents de plus grande taille. Donc, il y a donc DOM, c'est un standard. SAX n'est pas un standard WC, mais comme c'est comme tel, c'est un projet qui existe depuis le début de XML et c'est un quasi-standard, pour ainsi dire. Donc, si on prend l'approche DOM, il y a des bibliothèques pour tous les langages de programmation et notamment les navigateurs web, quand ils chargent une page HTML, ils le transforment en arbre DOM en mémoire et fournissent une interface en JavaScript que l'on peut utiliser depuis le JavaScript, depuis la page pour manipuler la page, modifier, changer des éléments. Comment ça se présente une arborescence d'objets? On a le fragment XML à gauche, qui est un guide avec un cinéma, ainsi de suite. Et une fois que ce fichier est lu par le parseur DOM, il construit une arborescence d'objets. Il y a des objets de type document, éléments, attributs, texte. Et il y a des types node list ou name node map qui sont créés. Il y a un document racine, un objet de type document qui va correspondre à la racine. Lui, il a un attribut node list qui contient les éléments de la racine. Donc, l'élément racine, il peut avoir des commentaires ou des instructions de traitement au niveau de la racine. Il y a un objet élément qui correspondra à l'élément guide. Cet objet a un attribut node list qui contient des pointeurs vers les enfants, ainsi de suite. Et les attributs sont stockés dans un attribut d'objet qui est de type nameNodeMap. Et donc, on récupère un pointeur vers la racine du document quand on appelle le parsing. Et ensuite, nous, dans le langage de programmation que l'on utilise, à notre charge, on fait de parcourir l'arbre et de modifier des éléments. Alors, il y a un certain nombre d'interfaces, document, élément, texte, ainsi de suite. Il y a un type d'exception aussi. Et pour chaque nœud, on peut, par exemple, il y a une méthode pour récupérer son premier enfant, récupérer le nom du nœud, récupérer le type du nœud, si c'est un élément, un attribut, un texte, ainsi de suite. Ajouter un nœud enfant. Il y en a d'autres. Il y a pour un nœud, pour un node map, on peut récupérer l'élément avec son nom. On peut ajouter un élément avec un nom donné. On peut récupérer pour une liste sa longueur. On peut récupérer un élément avec son indice. Donc, ça, c'est un ensemble de méthodes où le document, on peut récupérer tous les éléments qui ont un certain nombre de balises, le getElementsByTagName. Ça nous donne une liste, un node list, qui contient tous les éléments. C'est comme du XPath, presque. Mais sauf que ça s'appelle là, mes exemples sont en Java, mais en JavaScript, c'est identique. En Python, il y a la même chose. En C++, il y a la même chose. Les noms des méthodes ne changent pas. On ne met pas de points forcément et les attributs ne sont pas forcément avec le même type, mais ça reste le même principe.
On peut créer un attribut, créer un autre de texte, créer un commentaire, créer un élément. Donc, vous voyez un peu l'idée, on peut manipuler le document XML qui est en mémoire. Et ensuite, il y a bien sûr des méthodes pour le sérialiser sous forme de fichier texte sur le disque, une fois qu'on a modifié. Ou l'afficher, le navigateur l'affiche, le résultat. Donc, en général, on prend un fichier XML, on la charge en mémoire, on le modifie et on l'écrit sur le disque. Ça, c'est le principe. Donc, un exemple, on a ce document en haut. C'est l'arborescence suivante qui en est générée. Il y a un élément P, un élément A. Il y a du texte avec le mauve. Alors, il faut savoir que dans un élément, et là, c'est les différents liens. Donc, là, c'est le first child, c'est ce texte. Ensuite, il y a le deuxième élément, c'est le A, mais il y a un next sibling. Donc, ça, c'est des méthodes DOM ou des attributs DOM qu'on peut récupérer. Ensuite, il y a cet exemple. Alors, vous avez la réponse si vous avez le PDF, mais combien d'enfants il a le div, selon vous? Alors, vous dites, bah, il y a le P. Mais non, il y en a 3, parce qu'il y a 2 textes. Il y a des retours chariots et des tabulations et l'indentation entre la fin du div et le début du P. Ça, c'est un nœud texte. Et donc, si vous demandez le first child du div, il ne va pas vous donner P, il va donner le nœud texte. Quand vous manipulez du HTML, il faut être conscient de ça, que le premier nœud, c'est souvent un nœud texte d'un élément. Ce n'est pas forcément l'élément que vous croyez, enfin, qui est à la balise élément. Le P, pareil. Il y a le A, mais il y a le texte qui est avant. Donc ça, c'est des captures d'écran que j'ai chargé ce fichier dans le navigateur et j'ai demandé les enfants du P. Et il y a le A, mais les enfants, ça nous donne les éléments. Si je demande avec un child, 2 étoile, ça filtre que les éléments. Si je demande avec child note, on récupère les textes, on récupère un tableau avec plusieurs éléments, dont la balise A, mais aussi des nœuds texte. Il y en a un qui contient le point. Ensuite, il y en a qui contient ceci est un paragraphe. Voilà, il y a un point après aussi, après le A. Il y a un point suivi d'un retour chariot. Donc ça, c'est les... Et vous voyez que le div P, c'est mon expression expat. Par défaut, même s'il n'y en a qu'un, il me donne un tableau. Donc pour que j'accède à mon élément P, il faut que je prenne l'élément 0 de ce tableau. C'est le premier élément. Cette page présente un fragment d'un document Java qui construit un arbre DOM à partir d'un fichier XML. Vous allez voir dans les premières lignes, il y a un constructeur. Il y a ensuite le chargement du fichier XML. Il y a le parsing du chargement et on récupère dans une variable qu'on appelle root le document et ensuite on récupère dans une liste de nœuds, node list, les éléments dont la balise est égale à CD. Donc tout ça, c'est un document, c'est un programme, fragment de programme Java qui illustre l'utilisation du DOM. Ensuite, donc DOM, constructeur mémoire et traite là-bas. Sax, on l'utilise quand on n'a pas assez de mémoire pour tenir tous les documents XML. Avec Sax, Sax il parcourt le fichier texte sans lire tout en mémoire en même temps et en fonction de ce qu'il rencontre, au début du document, au début de chaque élément, à la fin de chaque élément, il génère des méthodes, il génère des événements et ces événements-là peuvent être captés.
Quand on instancie un parseur SAX, après, il faut surcharger des capteurs d'événements pour qu'ils fassent des choses avec nos documents, avec ce qu'on lit. Donc, on a ce fichier XML, et là, c'est tous les événements qui sont générés et qui peuvent être potentiellement captés. Donc, ça permet de parcourir vite le document XML, de faire des statistiques, de chercher des informations dedans. Ça ne permet pas de modifier. Ça ne prend pas en mémoire tout et il ne permet pas de modifier et de l'écrire ailleurs. Ça parcourt le document XML. Mais en général, on l'utilise, c'est un peu plus rapide que DOM, et on l'utilise pour, dans les cas où le fichier XML est potentiellement trop grand pour que ça rentre en mémoire. Ça permet quand même d'aller chercher les informations dedans. Ça, c'est l'utilité de SAX. On l'utilise quand le fichier XML rentre pas en mémoire. Sinon, on utilise DOM. Donc, ça, c'était la partie. Pour la suite, donc je vais passer rapidement sur JavaScript. Ça va être vraiment une introduction rapide. Vous allez avoir là, le loisir de manipuler ça un peu en TP. Donc, c'est un langage de script qui peut être inclus dans des pages HTML. Les navigateurs sont des interpréteurs JavaScript natifs, mais vous pouvez exécuter JavaScript en dehors du navigateur. Il y a des interpréteurs JavaScript, même côté serveur, il y a Node.js ou d'autres qui permettent de programmer pas que des clients, pas que des pages web, mais des programmes avec du JavaScript. Et c'est le JavaScript qui rend des pages web dynamiques. C'est cela qui fait que on arrive à modifier des morceaux du page web sans recharger complètement. Et ça, entre autres, grâce aux fonctions DOM. Donc, il y a des objets, il n'y a pas d'objets en JavaScript, il y a des méthodes, les méthodes, ils ont des noms, ça ressemble au Java. Les méthodes sont entre des accolades qu'il faut bien fermer et ouvrir. C'est un standard. Il y a un certain nombre d'objets quand même, mais enfin, beaucoup de types peuvent être considérés comme objets, comme des chaînes de caractères, des nombres, des tableaux, des dates, ainsi de suite. Il n'y a pas de classe proprement parlée, mais tout objet est traité comme des classes et c'est un langage dynamique, c'est-à-dire que les variables sont typées de manière souple. On ne précise pas le type d'une variable quand on la déclare. L'interpréteur fait de son mieux quand on lui affecte une valeur. Donc, c'est un langage dit d'haut niveau. Il y a des boucles avec une sorte des instructions qui ressemblent à de l'anglais. C'est un langage interprété. Vous savez ce qui est la différence entre un langage interprété et un langage compilé? Qui ne sait pas? Déjà dans la salle, il y a plus que la moitié, donc je le dis. Dans un langage compilé, C++, Java, il y a un compilateur qui parcourt l'ensemble de votre code, déjà vérifie toutes les lignes qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, la traduit dans le code machine exécutable par le processeur et commence à exécuter la première instruction après ces étapes-là. Un langage interprété, les instructions de votre code sont exécutées dès qu'ils sont lus par l'interpréteur. On n'attend pas de vérifier la fin. Donc, il se peut que vous avez un code JavaScript de 10 lignes. À la ligne 5, vous avez une erreur de syntaxe. Et quand vous lancez votre script, les 4 premières lignes s'exécutent. Donc, les effets sont faits. Et le programme s'arrête à la ligne 5 parce qu'il y a une erreur de syntaxe. Ça permet de démarrer plus vite l'exécution de programme. Parce qu'on ne s'occupe pas du reste, on regarde pas loin, on regarde tout près, on regarde que l'instruction sur laquelle on est. Et on l'exécute tout de suite. Donc, ces deux approches, il y a des langages qui sont SQL et interprétés. C++ c'est compilé, il y a les avantages et les inconvénients, il se trouve que JavaScript est interprété.
la raison aussi, c'est que souvent, dans des pages HTML, on mélange du JavaScript, du HTML, et donc on l'exécute au fur et à mesure. C'est orienté objet, c'est du scripting, donc c'est inclus dans d'autres types de textes par rapport à des programmes qui sont rassemblés ensemble. Donc, dans des pages HTML, on les met entre des balises script pour que le navigateur sache que c'est pas du HTML, mais il faut l'interpréter comme du JavaScript. Ça s'exécute côté client. C'est pas côté serveur, enfin, sauf quand c'est du Node.js, c'est que c'est côté serveur, mais dans une page HTML, le JavaScript s'exécute côté client et ça permet de modifier la page. Ils peuvent être comme des feuilles de style XSL. Ils peuvent être inclus dans la page HTML ou ils peuvent être dans des fichiers externes qui sont référencés. On peut les placer dans l'entête de la page web, on peut les placer dans le corps du page web. Là, un exemple qui est dans le corps. Si on charge cette page, on verra le this message written by JavaScript. On verra ce texte-là. C'est ce qui sera produit sur le navigateur. Là, on est un autre script qui est dans l'entête de la page HTML. Là aussi, dès qu'on charge la page, on aura l'affichage parce que dans le body, on a capté un événement. Donc, HTML permet de capter des événements, génère des événements aussi. Là, le body onload, ça capte l'événement qui se déclenche au chargement de la page. Et au chargement de la page, il va appeler cette fonction message qui est définie dans l'entête, qui va faire un pop-up avec this alert was called avec le texte. Oui. Alors, on demande si XML est compilé. Donc là, c'est du HTML. C'est pas compilé. XML, il est parsé. Donc là, le HTML, il faut prendre que HTML est un dialecte du XML. Donc la page, quand il est chargé par le navigateur, il est parsé. On construit son arbre DOM. Et ensuite, le navigateur l'exécute, enfin l'affiche. Il n'y a pas de feuille de style, il affiche. Mais là, il y a la balise script. Et donc là, la partie JavaScript est exécutée. Il n'est pas compilé, il est interprété. Donc là, il y a une déclaration d'une fonction. Ça n'a aucun effet. On déclare la fonction, ça se maintient en mémoire, mais comme une fonction déclarée. Et ensuite, on rencontre dans le body l'appel de cette fonction. Et c'est à ce moment-là que la fonction s'exécute. Mais c'est interprété, c'est pas compilé. Et la page même, les balises HTML et head, eux sont parsés et transformés en arbre DOM. Donc là, c'est un exemple où le JavaScript n'est pas inclus dans la page, mais il est dans un fichier externe qui est référencé par l'attribut src comme source. Et là, on suppose qu'il se trouve à côté du fichier XML, fichier HTML. Si on peut mettre un URL complet ailleurs pour référencer des scripts qui ne sont pas à côté de la page HTML. Donc, dans du JavaScript, on peut utiliser des variables, on peut les affecter, on peut alerte, ça fait un pop-up sur la page. Ça ressemble beaucoup au Java. Les noms des variables sont sensibles à la casse. Il y a bien sûr, il y a des mots qui sont réservés. Et on les type pas. Donc on dit var name et on affecte une valeur et en fonction de la valeur, l'interpréteur fait au mieux pour lui attribuer un type. Parfois il y a des ratés, mais ça a un certain nombre d'avantages aussi. Il y a des opérateurs arithmétiques, des opérateurs d'affectation. Ça ressemble au Java finalement. Il n'y a pas beaucoup de différence ici. Il y a des opérateurs de comparaison. Là, je pense qu'il y a un petit changement avec le Java. Il y a le double égalité et le triple égalité qui vérifient aussi le type
des variables avant de pas que leur valeur. Sinon, pour le reste, c'est assez standard. On peut, dans une page HTML, là c'est un exemple, donc on déclare une fonction. Là, c'est déclaré comme tout à l'heure le message. Et ensuite, là, on met un bouton sur la page. Et quand on clique dessus, là, c'est le onClick, l'attribut onClick permet de capter l'événement de clic sur le bouton. Et là, il appelle la fonction et fait un pop-up avec Hi. Ça, c'est la liste des événements que l'on peut capter dans un navigateur, dans une page HTML. Et ça, c'est sur n'importe quel élément HTML qui est visible. On a ces, enfin, en fonction d'éléments quand même, tous les événements ne sont pas déclenchés, mais on a ce genre de, on peut capter ces éléments-là. Et ensuite, on peut sortir avec on peut avoir une type de pop-up alerte qui a juste un bouton OK, un confirme avec un oui, non et un choix multiple, le troisième. Donc en général, quelques bonnes pratiques, guide de style, on met une instruction par ligne. Puisqu'on peut entourer nos constantes de chaîne de caractères avec des guillemets ou des apostrophes, il faut qu'ils soient bien appairés. C'est sensible à la casse. C'est bien quand on indente pour que ce soit plus lisible. Et le navigateur permet de programmer en JavaScript et même de débugger. Donc il y a des commentaires, comme en Java, et il y a des commentaires de type HTML qui peuvent s'intercaler aussi. Si on met une instruction par ligne, on n'est pas obligé de mettre des points-virgules, mais vaut mieux en mettre. C'est plus propre. Et en JavaScript, on peut utiliser, donc quand on lit un document HTML, on a à disposition cette variable document qui est initialisée automatiquement au chargement de la page par le navigateur et qui pointe à la racine de la page HTML. Et donc, on peut avoir une instruction de type document.getElementById. Je suppose qu'il y a une ID intro, là, la balise P. Et en JavaScript, je récupère le pointeur vers cet élément-là. Et ensuite, je peux afficher la valeur du premier enfant de ce P. Enfin, je peux... non, et je peux l'afficher dans la page. Ici, le write, ça est créé à l'intérieur du document. Donc, on a dans le navigateur, dès qu'on charge une page, la variable document est disponible. Et c'est une variable qui est de type document DOM. Donc, qui possède toutes les méthodes de l'interface document, de la classe document DOM. Donc, ça, c'est un exemple en JavaScript dans une page web qui permet de, en cliquant sur un bouton, charger un fichier XML, y appliquer une feuille de style et afficher le résultat. Donc là, tout dans le navigateur. Donc là, on lui passe un URL de document XML, on lui passe un URL de fichier XSL. C'est l'appel qui est en haut. Enfin, j'appelle ma fonction Ajax bibliographie avec ajaxfile/ajaxlib.xml. Ça, c'est le XML document URL. Et ensuite, j'appelle avec le deuxième paramètre qui est l'URL de la feuille de style. Il y a une variable qu'il faut initialiser. Ça, c'est la syntaxe. Et ensuite, je lance un appel. Là, c'est du Ajax. Je lance un appel au serveur en JavaScript qui m'envoie la feuille de style. Et je récupère la feuille de style ici qui correspond à l'arbre DOM de cette feuille de style. J'initialise un processeur XSL et je l'affecte le document que je viens charger à ce processeur. Ensuite, je fais la même chose avec le document XML. Je récupère en Ajax. Et donc, j'ai un XML document qui contient mon document XML. J'ai un XSLT processeur à qui on a affecté la feuille de style.
Et le navigateur fournit une méthode qui permet de passer un processeur XSLT, un document XML, et de récupérer le résultat. Et ensuite, dans ce résultat, je vais aller chercher un élément qui est, d'ailleurs, où est-ce que je l'initialise? Je récupère l'élément parent, ça c'est avec un identifiant. Je vais y revenir là-dessus. Mais l'exemple est là pour que vous sachiez que cette fonction JSON JavaScript, je peux la mettre dans une fichier HTML et il peut charger un document XML, charger une feuille de style, l'appliquer, demander au navigateur de l'appliquer dessus et récupérer le résultat de la transformation, en l'occurrence ici, dans cette variable-là. Donc c'est un pointeur vers un élément, vers un document DOM qui correspond à la transformation de ma feuille de style de mon fichier XML par la feuille de style. Et pour finir, voici quelques liens qui vous permettront d'approfondir vos connaissances sur DOM, sur Sax et sur JavaScript. Ils sont en français et en anglais. Et avec cela, on a fini cette partie.